au niveau national, donc de vous donner toutes les informations sur l'apprentissage en général et sur Atlas en particulier, au niveau des différentes modalités pratiques d'enregistrement des contrats, de suivi, d'envoi des factures, d'envoi des différents documents et d'échanges entre vos organismes et nous. Je m'appelle Jérôme Penseau, je suis le délégué régional donc, de l'OPCO Atlas pour la région Occitanie, puisque cette réunion était prévue à la base sur la région Occitanie et donc le webinaire nous permet d'intervenir au niveau national. Et donc cette réunion est également animée par Christelle Imy, que je vais laisser se présenter. Merci Jérôme. Oui, effectivement, bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'on m'entend et qu'on me voit normalement si tout fonctionne. Je suis donc Christelle Imy et je suis développeur de l'alternance pour l'OPCO Atlas sur l'antenne Occitanie. Donc, je vais co-animer effectivement ce webinaire avec Jérôme Pinceau. Dans le format de ce webinaire, c'est normal, vous n'avez pas accès au son puisque donc il y a un certain nombre de participants. Par contre, vous pouvez nous envoyer des questions. Vous avez sur l'outil webinaire la possibilité de nous poser des questions. Certaines questions, nous répondrons directement dans le fil des discussions à l'écrit. D'autres, nous répondrons à l'oral, plutôt à la fin de cette présentation. Alors justement, le programme qu'on vous propose pour cette présentation, différentes parties. La première partie qui va concerner donc une présentation rapide de l'OPCO Atlas et du champ de compétences au niveau des différentes branches professionnelles que nous couvrons. Puis ensuite, nous vous présenterons assez rapidement les différentes modifications liées au contrat d'apprentissage suite à la dernière réforme de la formation professionnelle. Nous aborderons le cœur de cette réunion sur les modalités de dépôt, de financement et de suivi par notre OPCO au niveau des différentes démarches administratives. On abordera assez rapidement en cas de modification du contrat, s'il y a des prolongations, des ruptures ou toute modification qui arrive en cours de contrat, comment nous en informer. Et enfin, on terminera par la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et donc aux mesures spécifiques qui sont mises en place pour accompagner les organismes de formation et en particulier dans le cas de l'apprentissage. Voilà, pour débuter, donc, nous allons vous présenter assez rapidement l'OPCO Atlas. C'est la première partie. Donc, l'OPCO Atlas a été créé avec la dernière réforme de la formation professionnelle, donc de septembre 2018. De 20 OPCA, nous sommes passés à 11 OPCO. 11 OPCO réunis par des champs économiques cohérents. Les OPCO, au niveau de la loi, maintenant, ils ont 4 missions clairement affichées. La première, elle est claire et c'est celle qui vous réunit aujourd'hui, c'est d'assurer le financement des contrats en alternance, la professionnalisation qui a toujours été dans le cœur de compétences des OPCA auparavant, et donc l'apprentissage avec cette réforme qui est le nouveau dispositif qui est rentré dans notre champ de compétences. Également, nous allons intervenir pour accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs problématiques au niveau de l'emploi et de la formation. Et au niveau des branches professionnelles, nous allons les accompagner, et c'est notre rôle, pour mettre à jour les diplômes, les titres et les certifications qui sont les plus proches et ce qui concerne les différentes branches professionnelles qui nous concernent. Et nous allons également apporter un appui pour tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous allons piloter tous les observatoires qui permettent d'accompagner les réflexions aussi bien des entreprises que des organismes de formation sur l'évolution des métiers, l'évolution des compétences et qui vous permettent d'adapter votre offre de formation en fonction d'éléments qui peuvent être relevés sur ces différentes études. Au niveau de l'OPCO Atlas, nous avons donc, c'est la diapo suivante, nous avons le temps qu'elle s'affiche, il y a un petit délai, voilà. Et comme pour tous les OPCO, nous avons donc un champ de compétences sur l'intégralité de l'alternance. Alors, on est revenu sur la diapo arrière, on va revenir sur… Voilà. Donc, nous intervenons, comme on l'a dit, sur les contrats de professionnalisation, sur les contrats d'apprentissage et également sur la Pro A, qui fait partie de l'alternance. Donc, notre rôle est autant de faire la promotion, d'instruire les dossiers, de financer et d'apporter un appui technique, aussi bien au niveau des entreprises prioritairement et également des organismes de formation. Au niveau de nos champs de compétences, donc, nous allons, c'est la diapo suivante.
Vous voyez que nous regroupons 15 branches professionnelles, 15 branches professionnelles donc, qui viennent de différents OPCA précédents. À la base, l'OPCO Atlas, c'est la fusion du FAFIEC, qui s'occupait de bureaux d'études, de l'ingénierie, du conseil, du numérique, et l'OPCA Baya, qui couvrait le secteur de la banque et de l'assurance. Et nous avons de nouvelles branches euh, qui se sont rapprochées donc de l'OPCO Atlas, qui viennent, vous le voyez, d'AGFOS PME, d'Opcalia, d'Actalliance, d'Uniformation. Alors pour faire simple, nous allons voir sur la diapo suivante, finalement nous avons 4 grandes familles qui concernent l'OPCO Atlas. La première, c'est celle auparavant qui était au FAFIEC, numérique et bureau d'études. On retrouve un grand secteur qui est banques et services financiers. L'ensemble des banques et des sociétés de services financiers sont dans l'OPCO Atlas, à part le Crédit Agricole, qui est resté dans le service agricole. Tous les métiers de l'assurance, des mutuelles d'assurance, des courtiers en assurance sont également dans notre champ. Et enfin, les experts comptables. Donc, si vous avez des formations qui rentrent sur l'une de ces grandes familles d'activités, donc vous aurez l'occasion, c'est peut-être déjà le cas, de travailler avec nous. Au total, c'est environ 100 000 entreprises et 1 600 000 salariés en France sur l'ensemble de ces familles d'activités. Sur la diapo suivante. Alors, le point commun, comme je vous l'ai présenté au tout début de cette présentation, les OPCO sont censés regrouper des branches professionnelles qui sont cohérents au niveau de leurs attentes. La cohérence que l'on retrouve sur l'ensemble de ces branches professionnelles, c'est que ce sont des branches professionnelles qui regroupent très majoritairement des cadres hautement qualifiés. Ce sont des activités également qui subissent des réglementations assez importantes et une forte réglementation encadrée pour certains, comme les secteurs bancaires, financiers, comptables. Un environnement qui est en perpétuelle transformation et en particulier impacté par tout le numérique et donc la digitalisation des métiers. Et enfin, un dernier élément qui apparaît sur la diapo, qui veut bien apparaître. Dernier élément, le voilà. Donc, alors jusqu'à présent, évidemment, on espère que la crise actuelle ne va pas impacter trop fortement l'emploi. En tout cas, ce sont des secteurs qui ont de très forts besoins en termes d'emploi et qui jusqu'à présent avaient des très grandes difficultés pour trouver des candidats. Et donc l'alternance est évidemment une solution privilégiée pour faciliter les recrutements dans nos branches professionnelles. Voilà pour cette présentation de l'OPCO Atlas. Et donc nous allons passer à l'étape suivante. Donc effectivement, Jérôme, vous avez présenté le contexte général dans lequel s'inscrit toutes ces transformations liées à la formation de la réforme de la formation professionnelle. Sur cette deuxième partie, nous allons voir davantage que le contrat d'apprentissage a été profondément rénové suite à cette réforme de la formation professionnelle. On peut citer comme grande nouveauté une distinction. Enfin, il n'y a plus de distinction entre la formation en apprentissage et la formation professionnelle. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante dans cette réforme. Également, une nouveauté également, la formation proposée en apprentissage peut se faire depuis la réforme à distance, en totalité ou partiellement. Par rapport à la situation actuelle, donc effectivement, aujourd'hui, on peut visualiser deux régimes de contrats qui coexistent, hein, et donc l'OPCO intervient sur ces deux générations de contrats. Donc, comme vous l'avez dit juste avant, la loi Avenir professionnel est entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et on distingue donc des contrats qui ont été conclus avant, enfin jusqu'au 31 décembre 2018 et qui sont donc régis par l'ancienne réglementation et les nouveaux contrats hein, qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2019 qui, eux, appliquent la réforme de la formation professionnelle et les décrets qui sont associés.
Alors, effectivement, l'idée de cette présentation n'est pas détailler tous les décrets, hein, comme vous l'avez bien dit, mais de présenter les éléments clés pour faciliter la mise en œuvre du contrat d'apprentissage qui est aujourd'hui rénové. La loi du 5 septembre 2018 a pour ambition, rappelons-le, de développer massivement le contrat d'apprentissage. Ce déploiement, il se fait principalement à 2 niveaux. Donc, on va le voir à travers les slides suivantes, par une simplification du système. Donc, la loi assouplit en effet le dispositif de formation en apprentissage pour le rendre plus visible, plus efficient pour les entreprises et pour les jeunes apprentis. Ce déploiement passe aussi par la libéralisation de l'offre de formation. Donc, la loi Avenir professionnel simplifie la structure juridique des établissements. On le voit à travers cette slide. Aujourd'hui, tout organisme de formation ou entreprise peut proposer une offre de formation en apprentissage s'il répond aux nouvelles règles décrétées par la loi Avenir professionnel. Donc là, on a énuméré déjà certaines règles obligatoires, comme le numéro de déclaration d'activité, qui est obligatoire pour tout organisme qui propose de la formation professionnelle, un conseil de perfectionnement que l'on retrouvait au sein des CFA historiques, l'obligation de transparence, c'est une nouveauté aussi, c'est-à-dire que chaque année, les organismes de formation auront l'obligation de rendre public les taux d'obtention des diplômes ou d'informer également sur le taux de rupture des contrats d'apprentissage. Donc, vous voyez bien effectivement qu'il y a plusieurs règles qui sont nouvelles et qui permettent de mettre en œuvre ce contrat d'apprentissage de manière, on va dire, remasterisée. N'hésitez pas, Jérôme, si vous avez quelque chose à apporter au niveau… On a également une simplification. On parlait de simplification… hop, je reviens sur ma slide. Une simplification au niveau du contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, effectivement, on a le contrat d'apprentissage qui se rapproche de plus en plus du contrat de professionnalisation. Donc, on le voit notamment au niveau des critères d'éligibilité du public. Aujourd'hui, on a étendu ce critère pour le rendre effectivement, les personnes peuvent effectivement bénéficier d'un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans révolus. Rappelons qu'il n'y a pas d'âge limite si la personne est reconnue en situation de handicap. La durée aussi a été modifiée. Aujourd'hui, on peut effectivement conclure un contrat d'apprentissage pour une durée de 6 mois. Rappelons qu'auparavant, c'était une durée de 12 mois. Donc, effectivement, on le verra juste après au niveau du financement, il y a également la possibilité d'ajuster le contrat d'apprentissage au regard du profil du bénéficiaire. Rappelons également que le contrat d'apprentissage peut se conclure en CDD ou bien en CDI. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà auparavant. Sur la partie pédagogique, on a effectivement une nouvelle notion qui est apparue avec effectivement l'obligation pour l'organisme de formation de proposer une formation avec au minimum 25% de la durée, qui correspond au minimum à 25% de la durée du contrat. Et une grande nouveauté également pour sécuriser les parcours en apprentissage, c'est la possibilité pour l'apprenti de commencer sa formation avant de trouver un employeur. Donc, le démarrage de la formation est possible dans la limite de 3 mois avant la signature d'un contrat. En cas de rupture du contrat de travail, il y a aussi un changement à ce niveau-là. C'est la possibilité de poursuivre sa formation pendant au moins, une durée de 6 mois au sein de l'organisme de formation. On reviendra sur cette notion
dans le cadre du financement. Au niveau de la mobilité aussi, hein, on a levé pas mal de freins avec la possibilité pour l'apprenti de compléter sa formation au sein d'une autre entreprise que celle qui a conclu le contrat initial. On peut aller sur la troisième partie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, nous allons nous attarder davantage sur la troisième partie qui présente le côté, comme l'a dit Jérôme, le côté plus opérationnel en termes de gestion et de financement par l'OPCO du contrat d'apprentissage. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, depuis le 1er janvier 2020, l'OPCO prend en charge la gestion et le financement des contrats d'apprentissage. Donc, on voit bien effectivement les contrats d'apprentissage qui ont été conclus jusqu'au 31/12/2019, qui, eux, étaient soumis à l'ancienne réglementation, notamment avec un coût conventionnement sous conventionnement régional. Les contrats conclus jusqu'au 31/12/2019 qui, eux, bénéficient d'un coût hors conventionnement régional, donc notamment pour les CFA qui se sont créés sur l'année 2019 et qui, eux, bénéficient d'un niveau de prise en charge défini par la branche professionnelle. Donc, ces contrats déposés en 2019 étaient déposés et instruits par les chambres consulaires, notamment les CCI. Et on retrouve effectivement les contrats conclus à partir du 1er janvier 2020 qui, eux, bénéficient d'emblée du niveau de prise en charge défini par la branche professionnelle. Ces contrats, nous allons le détailler juste après, doivent être impérativement déposés en ligne sur le site de l'OPCO. Donc, l'OPCO Atlas a en gestion l'ensemble de ces contrats en termes de gestion, de financement jusqu'au terme du contrat. Alors, au niveau des coûts, on rappelle effectivement la prise en charge de l'OPCO. Donc, aujourd'hui, l'OPCO prendra en charge les frais pédagogiques, donc le financement de la formation, avec un niveau de prise en charge défini par la branche professionnelle. C'est le grand changement qui est apparu avec cette réforme de la formation professionnelle et notamment la réforme du contrat d'apprentissage, avec effectivement une majoration selon le profil ou la durée du contrat. Donc, une majoration pour les personnes qui sont reconnues en situation de handicap, une majoration de 10% pour les réductions de parcours et une majoration de 25%, on le verra juste après, pour des parcours débutés sans entreprise. Donc, quand un jeune démarre une formation sans avoir conclu de contrat auprès d'un employeur. L'OPCO prendra également en charge les frais annexes qui sont absorbés par l'organisme de formation. Donc, on retrouve ces frais annexes souvent supportés par les CFA historiques, notamment les frais de restauration. Donc, l'OPCO Atlas participera à hauteur de 3 € par repas. Les frais d'hébergement à hauteur de 6 €. Les frais d'équipement à hauteur de 400 € et les frais de mobilité pour un départ à l'étranger à hauteur de 500 €
en Union européenne et 1 500 € hors Union européenne. L'Opco Atlas propose également à ses entreprises adhérentes une formation pour accompagner le tuteur, le maître d'apprentissage dans sa fonction de tuteur de l'apprenti. Et donc là, effectivement, il y a une prise en charge de la formation maître d'apprentissage qui est proposée à hauteur de 15 € de l'heure et une formation qui peut durer jusqu'à 40 heures. Après, ce qui est important, c'est de se référer aux critères de financement qui sont facilement consultables sur le site de l'Opco Atlas. Jérôme, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, tout va très bien sur ces éléments-là. Pas d'éléments complémentaires. D'accord, je ne vous entendais plus donc. Alors là, effectivement, on va rentrer effectivement sur la partie très opérationnelle qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage en 2020. Donc tout à l'heure, on parlait de simplification. Effectivement, aujourd'hui, la demande de financement d'un contrat d'apprentissage est à l'initiative de l'employeur qui, grâce à son compte Atlas, va pouvoir faire sa demande directement en ligne. Donc, c'est vrai que c'est une démarche simplifiée et une démarche qui peut se faire en ligne 24 heures sur 24 aussi, il faut le souligner. C'est l'avantage de pouvoir bénéficier des services en ligne et des services dématérialisés. Donc, l'entreprise dépose sa demande en ligne. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est une demande en ligne avant le démarrage du contrat, comme on le propose pour le contrat de professionnalisation, sous un délai maximum de 5 jours calendaires après le démarrage du contrat. Donc, on retrouve effectivement le site Atlas avec la partie connexion au compte adhérent, qu'on vous détaillera tout à l'heure pour la partie organisme de formation. Et quand on parlait de simplification, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle va se connecter, elle va devoir remplir un formulaire. Cette demande va générer le CERFA FA13. L'entreprise pourra y joindre la convention de formation qui aura été contractualisée avec l'organisme de formation. Donc, ce document est obligatoire pour la demande de prise en charge et éventuellement une convention d'aménagement de durée si effectivement c'est le cas pour le profil qui a été recruté. Alors, comme on l'a défini en première partie, l'Opco aujourd'hui a effectivement un rôle d'instructeur, c'est-à-dire que c'est l'Opco aujourd'hui qui réceptionne les contrats d'apprentissage et qui est en charge de les déposer auprès des services de l'État. Donc, comme le contrat de professionnalisation, si certains OF parmi vous ont l'habitude déjà de travailler avec nous sur le contrat de professionnalisation, on va effectivement avoir des points d'attention sur notamment 4 points de contrôle que l'on vous détaille sur cette présentation. Donc, ces 4 points de contrôle sont vérifier déjà si la formation est éligible à l'apprentissage. Donc ça, on va pouvoir le faire grâce au code diplôme. Vous vous rappelez, chaque diplôme, chaque formation proposée en apprentissage a aujourd'hui un code diplôme. Et c'est ce qui nous permet, nous, Opco, de vérifier si la formation est proposée en apprentissage et d'y associer le financement proposé par la branche. Le deuxième critère, c'est effectivement le critère d'éligibilité du bénéficiaire. Donc, on va vérifier effectivement si le jeune remplit bien les conditions pour prétendre au contrat d'apprentissage. Donc, s'il a
entre 16 et 30 ans. Le troisième critère qui va attirer notre attention, c'est effectivement l'âge et les conditions de compétence du maître d'apprentissage. Donc, le maître d'apprentissage qui est obligatoire pour tout contrat en alternance. Donc, l'âge, effectivement, il faut que le tuteur ait plus de 18 ans. C'est une obligation. Et en termes de compétences, il faut que le maître d'apprentissage justifie d'une expérience professionnelle d'1 an et qu'il est alors dans une activité en rapport avec la qualification préparée et qu'il soit titulaire d'un diplôme ou d'un titre au moins équivalent à la qualification préparée. Sinon qu'il ait 2 ans d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. Donc ça, c'est une notion aussi importante qu'on regardera. Et le quatrième point, c'est la rémunération. Donc on regardera si la rémunération est conforme au cadre réglementaire. Donc petit point de vigilance, notamment pour la branche bureau d'études, qui applique une convention collective et une grille qui dépend effectivement d'une grille, de la grille Syntec. Mais nous, on regardera effectivement si la rémunération applique bien déjà le cadre légal. Si le contrat est conforme, l'OPCO délivrera auprès de l'entreprise un accord de financement. Un accord de financement qui sera également transmis à l'organisme de formation avec un échéancier pour faciliter la facturation. Et le dossier sera déposé auprès des services de l'État, en l'occurrence la Directe. Et c'est à partir de ce moment que l'organisme de formation a la possibilité d'envoyer sa première facture. On le verra juste après, l'organisme de formation aura aussi cette facilité d'envoyer sa première facture et les autres factures également par le biais des services en ligne. Alors, à travers cette présentation, on vous a fait une synthèse pour pouvoir identifier le niveau de prise en charge. Un niveau de prise en charge qui, rappelons-le, est défini par la branche. Et comme l'a dit Jérôme en première partie, on a effectivement aujourd'hui 15 branches couvertes par l'OPCO Atlas, 21 conventions collectives. Et effectivement, l'idée pour définir le niveau de prise en charge, c'est de rassembler les différents éléments que vous voyez à travers cette présentation. Donc, première étape, c'est d'identifier la branche à laquelle est rattachée l'entreprise. Donc, identifier la branche de l'entreprise, ça c'est la première chose à faire. Identifier le code diplôme, vous pourrez le faire, vous allez voir tout de suite après par le biais du site Atlas pour voir s'il est bien référencé au sein de notre OPCO. Et ces informations vous permettront effectivement de définir le niveau de prise en charge. Un niveau de prise en charge qui est référencé sur l'OPCO Atlas, validé bien sûr par France Compétences. Si c'est le cas, on appliquera le niveau de prise en charge défini par la branche. Si ce coût n'est pas encore répertorié, il faudra appliquer une valeur amorçage qui est définie en fonction du niveau de formation. On vous détaille plus précisément le mécanisme en allant tout simplement sur le site OPCO Atlas. Ici, vous pouvez identifier déjà le niveau de prise en charge en indiquant
le code formation. Rappelons que le code formation est constitué de 8 caractères avec une lettre, généralement. Vous choisissez la branche à laquelle est rattachée l'entreprise. D'accord? Il suffit juste de cocher. Et ici, vous pourrez, sur la partie droite, identifier le niveau de prise en charge défini par la branche. Donc, on est sur un niveau de prise en charge annuel net de taxes. On verra juste après la règle de calcul pour effectivement avoir l'enveloppe globale pour le contrat. Si vous n'arrivez pas à identifier le niveau de prise en charge parce que la branche ne s'est pas encore positionnée sur ce diplôme ou que ça n'a pas encore été validé par France Compétences, il est possible d'appliquer la valeur amorçage. Donc, cette valeur amorçage, elle est définie par l'État, hein, elle est indépendante de la branche, hein, et là, elle est définie en fonction du niveau du diplôme qui sera préparé. Donc, exemple, si le bénéficiaire va préparer un diplôme de niveau Bac plus 2 sur un niveau 5, ici, nouvelle nomenclature, la prise en charge avec la valeur amorçage sera d'une valeur de 7 600 €, coût annuel. D'accord? Donc, c'est une valeur transitoire en attendant que la branche puisse se positionner sur ce diplôme. Donc, c'est une valeur temporaire, hein. Jérôme, je vous laisse prendre le relais peut-être sur les frais pédagogiques. Absolument. Donc, chaque contrat, chaque titre, chaque diplôme ont une durée déterminée qui permet d'avoir le prix contrat qui est défini sur une année, donc 12 mois. Cela dit, il y a des cas particuliers, il y a des contrats qui peuvent être inférieurs à 12 mois, des contrats qui peuvent être supérieurs à 12 mois, et donc il y a une règle de calcul qui est assez simple. Les coûts que vous avez sur le site et donc sur le moteur de recherche qu'on vous a indiqué est un coût sur une base de 12 mois, donc sur une année. Si le contrat est supérieur à 12 mois, nous allons prendre le contrat annuel que nous allons diviser par 12 et le ramener à 13, à 14, à 15 mois en fonction de la durée de formation. Vous avez un exemple tout en bas, vous avez un contrat qui est sur 18 mois avec un coût annuel qui est de 10 000 €. Donc tout simplement, la première année est payée sur 10 000 €. La deuxième année, c'est uniquement 6 mois, donc plutôt que 12. Donc nous allons payer 5 000 € sur la deuxième partie, la deuxième année de contrat. Donc ça va faire un contrat qui sera payé à 15 000 €. Donc des possibilités de majoration de ce coût. Première possibilité en cas de réduction de parcours, c'est-à-dire qu'une formation est par exemple prévue sur un an, sur 12 mois, et compte tenu d'un aménagement du parcours de formation, la formation va se dérouler sur 10 mois. Donc nous allons prendre sur 10 mois donc la formation, mais nous allons rajouter 10% du coût global. Au niveau des personnes en situation de handicap, là, il y a une règle qui est 50% de prise en charge au-delà du coût annuel indiqué. Au niveau des modalités, donc c'est la diapo suivante, au niveau des modalités de règlement, donc si la diapo suivante, le temps qu'elle s'affiche, voilà. Donc il y a des calendriers qui permettent, un calendrier très précis qui est fixé par la loi, qui permet de déterminer à quel moment vous allez pouvoir envoyer les factures. Tout d'abord, comme on vous l'a indiqué, l'entreprise va nous transmettre son contrat sur son espace en ligne. Vous allez être informé lorsque nous aurons traité le contrat et qu'il sera complet. Malheureusement, s'il n'est pas complet, nous allons relancer l'entreprise et tant que le contrat ne sera pas complet et que nous ne l'aurons pas validé officiellement,
vous ne pourrez pas nous transmettre votre première facture. Dès que le contrat est complet, recevable, suivant les différentes modalités qu'on vous a présentées précédemment, vous allez être informé et vous allez pouvoir nous envoyer votre première facture équivalent à 50% de la première année, des 12 premiers mois. On ne parle pas en année civile, on part en 12 mois glissants. Et nous allons avoir 30 jours pour vous régler cette première facture. Et ensuite, pour les contrats qui sont inférieurs à 1 an, c'est à la fin du contrat que vous allez nous envoyer votre deuxième facture et unique facture pour les 50% restants si l'apprenti a suivi l'intégralité de la formation. Au niveau de ces factures, c'est ce qui est écrit en bas. Vous avez, à partir de la deuxième facture, vous devrez nous joindre ce qui s'appelle non pas des attestations de présence, mais un certificat de réalisation. C'est un document qui doit être fourni obligatoirement à partir de la seconde facture pour justifier que l'apprenti est toujours présent et a bien suivi la formation. Vous avez sur Internet plusieurs modèles qui sont donnés par rapport à ces certificats. Ces certificats de réalisation sont uniquement signés par le responsable de l'organisme de formation, par le centre de formation d'apprentis. Le stagiaire ne signe pas ce certificat. On verra ensuite avec la démarche Calliope, la certification qualité, qu'il y a malgré tout des documents complémentaires qu'il faudra avoir au niveau de l'organisme de formation. Au niveau des règles, tout mois débuté est dû. Vous avez un contrat qui se termine le 5 juin. Au prorata de la durée de contrat, nous allons payer intégralement le mois de juin. Nous n'allons pas faire un calcul d'apothicaire qui va dire que c'est 5 jours par rapport à l'intégralité du mois, qui veut dire que c'est 5 sur 30. Non, à partir du mois, un mois est débuté sur le contrat se termine le 5 du mois. Pour nous, qui se termine le 5 ou le 30 du mois, tout mois débuté sera payé à l'organisme de formation. Au niveau des contrats qui sont supérieurs à une année, c'est le petit schéma que vous avez. La première facture, donc, comme un contrat inférieur à 1 an, vous envoyez la première facture, les 50% dès que vous avez l'accord de prise en charge qui est délivré par l'OPCO et donc par Atlas. Ensuite, au bout du 7e mois, vous avez une facture de 25%. Alors, on est toujours sur les factures sur l'année en cours, hein. Ce ne sont pas des factures sur l'intégralité du contrat, ce sont des factures à chaque fois qui sont sur les 12 mois. Et donc, à chaque période de 12 mois, vous nous renvoyez des factures qui suivent ce calendrier-là. Donc, au bout du 7e mois, c'est 25% du coût annuel qui nous est facturé. Au bout du 10e mois, c'est le solde de cette première année. Et ensuite, on repart sur des périodes de 25%, donc au niveau des règles de paiement sur le reste du contrat. En cas de rupture, donc le paiement se fera au prorata temporis de la présence de l'apprenti. On va voir évidemment le cas particulier de la période de 6 mois qui suit le contrat, c'est-à-dire que en cas de rupture, si le jeune s'en va et ne suit pas la fin de la formation, nous allons payer au prorata de la durée de présence du jeune. Par contre, si le jeune est toujours présent et que c'est une rupture, alors quelle que soit la rupture, qu'elle vienne du jeune ou qu'elle vienne de l'entreprise, mais le jeune continue la formation, nous allons pouvoir régler le coût de la formation jusqu'à 6 mois, s'il ne trouve pas d'autre entreprise, jusqu'à 6 mois après la date de rupture. Au-delà de 6 mois, si la durée de la formation n'est pas terminée et que le jeune n'a pas trouvé l'entreprise, nous ne pourrons pas continuer à payer cette formation. Donc, vous avez une garantie de 6 mois malgré tout, qui permet de couvrir, si nécessaire, soit qui suffit pour terminer la formation, soit qui permet aux jeunes de trouver une nouvelle entreprise. Comme on vous l'a dit précédemment, donc c'est un rappel, possibilité pour un jeune, et il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, possibilité pour un jeune de démarrer la formation au niveau du centre de formation d'apprentis et de démarrer une formation alors qu'il n'a pas d'entreprise. Vous avez identifié un jeune qui vous semble intéressant, vous êtes convaincu que ce jeune va trouver l'entreprise et vous avez une date de démarrage qui est imposée, qui est début septembre. Nous sommes début septembre, le jeune peut démarrer la formation et il a 3 mois pour trouver une entreprise. Si entre le 1er septembre et le 1er décembre, il a trouvé une entreprise, il signe le contrat, nous allons vous régler
l'intégralité du coût contrat plus une majoration de 25% du coût annuel. Pourquoi cette majoration? Parce que vous avez pris le risque de prendre un jeune pendant 3 mois sans avoir la garantie qu'il allait avoir une entreprise. Parce que s'il ne trouve pas d'entreprise, nous allons rien régler. Et donc là, c'est vous qui aurez pris à votre charge le coût de ces 3 mois. C'est pour ça que c'est intéressant et ça vous permet de valider des candidatures qui vous semblent vraiment pertinentes, même s'ils n'ont pas d'entreprise. Et vu que vous avez pris ce risque est payé par 25% de majoration. Et on arrive à la diapo suivante. Alors, on vous a parlé tout à l'heure que les contrats étaient déposés par les entreprises et exclusivement par les entreprises en ligne. L'intégralité des contrats sont dématérialisés. Nous ne recevons aucun document papier des entreprises. Tout document papier est refusé. Du même ordre, vous avez accès, alors peut-être que vous avez déjà ouvert votre accès ou fait votre demande, vous avez l'accès à un espace en ligne qui vous permet, vous aussi, de nous transmettre l'intégralité de vos documents. Sur cet espace en ligne, lorsque vous l'aurez créé, vous allez pouvoir avoir accès à tous les dossiers qui vous concernent, dossiers apprentissage, mais également les dossiers de formation autres qu'apprentissage. À partir du moment où l'entreprise a coché qu'il y a subrogation de paiement, c'est-à-dire que le paiement d'Atlas se fait automatiquement à l'organisme de formation, dans le cadre des contrats d'apprentissage, la subrogation est obligatoire. L'entreprise ne peut pas choisir de vous payer le coût que nous allons régler. Le coût contrat est payé directement de l'OPCO au centre de formation. Il n'y a pas de possibilité de non-subrogation en contrat d'apprentissage. Ce qui ne veut pas dire que le coût contrat est suffisant pour couvrir vos frais. Il peut y avoir un coût supplémentaire à la charge de l'entreprise. Par contre, il faut évidemment le préciser dès le début du contrat et que l'entreprise, dans sa convention, sache précisément qu'elle a un reste à charge et de combien sera ce reste à charge. Sur la diapo suivante, on vous a mis une copie d'écran qui vous permet d'avoir l'espace en ligne sur lequel vous allez pouvoir nous transmettre vos factures, vos certificats de présence et d'assiduité au niveau des stagiaires et d'avoir en temps réel la situation de tous les contrats. Vous aurez sur votre espace en ligne si le contrat a bien été transmis par l'entreprise, parce que vous avez validé un contrat avec une entreprise, peut-être qu'elle ne nous l'a jamais transmis, ou en tout cas qu'on ne l'a jamais reçu. Vous aurez sur votre espace en ligne en temps réel si le contrat, nous l'avons reçu et quel est son statut. Si le contrat est encore en cours de traitement, s'il a été relancé, si peut-être il a été refusé ou s'il a été validé. Et à partir du moment de sa validation, vous pourrez activer sur votre compte en ligne que vous pouvez avoir des notifications et des alertes qui vous précisent que un tel contrat a été validé. Vous pouvez donc nous envoyer votre facture. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons de très rapidement créer votre espace en ligne. Vous avez une procédure, vous allez sur le site Atlas et vous avez une procédure où nous vous demandons de nous transmettre une première facture, si ça n'a jamais été le cas, qui nous permettra de vérifier que l'organisme qui nous fait la demande de création d'espace en ligne est bien l'organisme propriétaire du compte et qu'il n'y ait pas de détournement de compte au niveau de la création d'espace en ligne. Voilà pour cette partie-là. On va passer à la partie suivante qui concerne la partie qualité. Au niveau de la dernière réforme de la formation professionnelle, une nouvelle certification qualité est apparue qui s'appelle Calliope. Jusqu'à présent, les organismes de formation, pas les centres de formation d'apprentis, mais les organismes de formation étaient concernés par ce qui s'appelle le Datadoc. Tous les organismes de formation avaient l'obligation et ont toujours l'obligation d'être certifiés par le biais de la démarche Datadoc qui permet à tous les financeurs publics ou privés, mais en tout cas à tous les financeurs, que ce soit un OPCO, que ce soit les conseils régionaux, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit la Directe, quel que soit le financeur, l'obligation d'un organisme de formation, c'est d'être datadocké, d'avoir la certification Datadoc pour être financé. Si un organisme n'a pas cette certification, nous ne pourrons pas prendre en charge la formation. Du même ordre, la dernière réforme de la formation professionnelle a créé cette certification Calliope qui, alors pour l'instant, elle est applicable pour tous les organismes de formation d'ici le 1er janvier 2021,
sauf pour les CFA qui existaient avant le 6 septembre 2018. Le 6 septembre 2018 est la date de la réforme de la formation professionnelle. Donc, si vous travaillez dans un CFA qui existait avant le 6 septembre 2018, vous ne serez concerné par cette certification Calliope qu'à partir du 31 décembre 2021, c'est-à-dire 1er janvier 2022. Avec la crise du Covid-19, la DGFP commence à se poser la question, compte tenu des décalages de certification Calliope des organismes de formation, si tous les organismes n'auront pas une certification au 31 décembre 2021. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est une question qui est posée et la DGFP va donner une réponse assez rapidement. Et pour l'instant, pour les organismes de formation qui se lancent dans l'apprentissage, restez sur la date du 1er janvier 2021, puisque pour l'instant, la réglementation nous oblige, nous, OPCO, à ne financer les organismes qui seront certifiés Calliope à partir du 1er janvier 2021. Si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas financer une formation d'un organisme de formation qui nous propose une demande, quelle que soit la demande, en apprentissage, en formation professionnelle. C'est la même chose pour la validation des acquis des compétences ou les bilans de compétences. Vous avez le lien donc en dessous justement sur toute la procédure au niveau Calliope et sur la liste des organismes qui vous proposent cette certification. C'est une certification qui est payante. Nous proposons des réunions et des webinaires sur cette thématique de la certification qualité. Donc, si vous souhaitez avoir plus de précision, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site et vous inscrire sur les réunions sur cette thématique-là, où on va beaucoup plus loin sur ce qui est attendu au niveau de sa certification Calliope. Voilà, on va passer à la thématique suivante qui concerne les modifications du contrat. Et c'est Christelle qui reprend la parole. Donc effectivement, l'avant-dernière partie qui va reprendre les modifications du contrat d'apprentissage. Donc comme on l'a dit au préalable, l'OPCO est en charge du traitement de toutes les évolutions qui peuvent intervenir sur le contrat d'apprentissage tout au long du contrat. Et l'entreprise devra informer l'OPCO de toute modification en déposant en ligne, par le biais de son compte en ligne, l'avenant au contrat. Donc, on peut avoir effectivement plusieurs modifications qui peuvent rentrer en vigueur tout au long d'un contrat en apprentissage. Donc, on a noté dans les grandes lignes, mais vous retrouvez ces codes sur la notification avec le CERFA FA13, les modifications qui peuvent intervenir sur un contrat d'apprentissage. Donc, modification de la situation juridique de l'employeur, changement d'employeur dans le cadre d'un contrat saisonnier. Bon, là, on est un peu moins touché par cette règle-là. Prolongation du contrat suite à un échec à l'examen de l'apprenti. On l'avait vu tout à l'heure, c'est possible de prolonger le contrat si effectivement l'apprenti n'obtient pas son diplôme. Prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l'apprenti comme travailleur handicapé. C'est quelque chose qui peut apparaître durant le parcours. Modification du diplôme préparé par l'apprenti. Ça aussi, on l'a déjà vu apparaître avec des changements d'orientation après le démarrage du parcours, ou autres changements tels que changement de maître d'apprentissage, durée du contrat hebdomadaire, etc. Donc, toutes ces modifications sont soumises à un avenant qui doit être déposé par l'employeur grâce à son service en ligne et son compte MyAtlas. Donc, Jérôme a évoqué effectivement la rupture, une rupture qui s'est assouplie avec donc cette loi Avenir professionnel. Une rupture peut intervenir effectivement au-delà des 45 jours ou pendant la période d'essai, mais quoi qu'il en soit, l'entreprise doit signaler cette rupture à l'OPCO. Donc, pour que l'OPCO puisse après être informé, mettre en conformité le dossier auprès des services de l'État. Donc, première chose,
l'entreprise informe l'OPCO de cette rupture par le biais des services en ligne. Au regard de la rupture, on voit si effectivement l'apprenti souhaite et a la possibilité de poursuivre sa formation. Et à ce moment-là, on peut poursuivre le financement jusqu'à 6 mois maximum. S'il ne poursuit pas sa formation, effectivement, il y aura arrêt du financement. Mais vous voyez, il y a effectivement une possibilité de sécuriser le parcours. L'idée étant que le CFA joue un rôle d'accompagnateur auprès du jeune pour faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout du parcours, même au-delà d'une rupture, en mobilisant les moyens nécessaires pour rechercher un nouvel employeur ou en poursuivant sa formation au maximum pour l'obtention de son diplôme. Donc, on note au niveau des ruptures, une rupture possible pendant la période d'essai, donc une rupture unilatérale. Alors, juste une petite information aussi, après une rupture, si le jeune retrouve une entreprise, une nouvelle entreprise, la période d'essai n'est plus de 45 jours, mais elle est de 30 jours maximum. On avait des questions là-dessus. Et au-delà, effectivement, des 45 jours de la période d'essai, on tombe dans le droit commun où là, plusieurs ruptures sont possibles. La rupture d'un commun accord est envisageable, effectivement, après la période d'essai. Alors, nous avons voulu conclure cette présentation par la situation exceptionnelle liée au Covid-19. Donc, différentes préconisations qui ont été formulées par le ministère du Travail, par la DGFP, pour accompagner au mieux cette situation exceptionnelle qui fait que beaucoup de formations ont dû soit être transformées en formation à distance, soit annulées, soit reportées. Donc, pour vous préciser exactement qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cette situation. Tout d'abord, donc, c'est la prochaine diapo. On y arrive. Voilà. Donc, tant que nous sommes en période de confinement, donc qui a débuté il y a 15 jours, qui est encore pour 15 jours au minimum, le maintien du calendrier de paiement des OPCO, c'est-à-dire ce calendrier que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous savez, il y a eu 50% du paiement après le premier mois, ensuite il y a 25% de paiement au bout du 7e mois. Donc, si nous sommes dans cette période du calendrier de paiement par rapport à vos formations, le calendrier ne bougera pas. Quel que soit le taux de réalisation, quelle que soit l'attestation que vous nous fournirez, donc nous allons continuer à payer sur le calendrier. Cela dit, deux possibilités. Soit vous êtes en capacité de transformer la formation qui a été proposée en formation à distance. Donc, à ce niveau-là, vous devrez nous envoyer une facture, donc la facture habituelle, plus une simple déclaration de réalisation, donc comme celle que vous nous auriez transmise pour une formation traditionnelle. On va voir après, ça sera dans la diapo suivante, je vous présenterai les documents qui sont habituellement demandés dans la formation à distance. Mais là, dans ce cadre exceptionnel, vous n'aurez aucun document complémentaire à nous fournir, même si vous avez transformé une formation qui devait être présentielle en formation à distance. S'il est impossible pour vous de transformer la formation en formation à distance, vous devez reprogrammer les temps de formation sur du temps qui était prévu en entreprise. Donc, ça fait partie des préconisations qui ont été fournies par le ministère du Travail. Donc, le calendrier sera modifié, évidemment en espérant que le confinement permet de réaliser la formation et de caser l'intégralité des semaines de formation qui restent. Avant la date de fin de formation, pour l'instant, je dis bien parce que les règles changent assez régulièrement en ce moment, le ministère du Travail n'a pas prévu de cas dérogatoire pour modifier la date de fin d'un contrat.
Cela dit, c'est un sujet évidemment qui est très important actuellement et donc c'est tout à fait possible que cette règle soit assouplie dans les prochaines semaines. Tout dépendra évidemment de la durée de confinement et jusqu'à quand il sera impossible de réaliser des formations. En cas de rupture, si par hasard nous sommes dans un cas de rupture anticipé du contrat, donc soit le jeune ne termine pas la formation et dans ce cas on reprend les mêmes règles de rupture qu'on vous a présentées précédemment, c'est-à-dire soit on paye au prorata de la réalisation de la formation, soit donc on continuera de payer si le jeune continue la formation même s'il n'y a pas d'entreprise. On vous a mis le lien donc qui vous permet de retrouver l'intégralité de ces éléments exceptionnels mis en œuvre en termes de simplification par rapport à la transformation de formation en formation à distance ou de report de formation. Sur la diapo suivante, on vous a présenté quelles sont les règles de la formation à distance, qui sont les règles fixées par le droit du travail et par la dernière réforme de la formation professionnelle et que vous retrouvez également sur notre site. Tous ces éléments-là que je vais vous présenter sont des éléments que vous n'avez pas à nous fournir si vous transformez votre formation en formation à distance. Par contre, vous devez avoir ces documents-là pour les formations qui vous concernent en cas de contrôle dans 6 mois ou dans 1 an pour pouvoir justifier que vous avez mis en œuvre les modalités pratiques de transformation d'une formation présentielle en formation à distance. Donc, vous n'avez aucune justification à nous fournir pour le moment, mais en cas de contrôle, comme ça arrive sur certaines formations et certains organismes, nous devrons avoir les éléments qui justifient que vous avez été en capacité de véritablement proposer une formation présentielle en formation à distance. Là, ce sont les règles qui sont habituellement demandées pour toute formation à distance qui sont fixées par la loi, hein. C'est dans nos conditions générales, mais ce sont les règles fixées par la loi. Donc, sur un programme habituel de formation à distance, il doit y avoir les travaux qui sont demandés, des travaux qui peuvent être faits à distance, des travaux qui peuvent être faits hors connexion, et le temps estimé pour les réaliser. Je précise bien du temps hors connexion, puisque dans le cas de formation à distance, il peut y avoir la mise en œuvre de travaux qui se font soit en ligne, soit de travaux qui sont réalisés par le stagiaire, et là, dans ce cadre-là, par l'apprenti, sur un temps donné, mais qui n'est pas forcément un temps de connexion. Nous ne sommes plus dans des justifications qui sont sur des temps de connexion des jeunes et des participants et des stagiaires. Nous sommes sur un temps qui est estimé sur l'intégralité de la mise en œuvre de la formation. Deuxième modalité, il y a les modalités liées véritablement à l'animation de séquences, type par exemple de la classe virtuelle, comme on le fait là. Ça peut être une formation avec une webcam et les stagiaires qui sont connectés en webcam. Et il peut également y avoir des temps d'accompagnement, d'assistance qui sont mis à disposition du stagiaire, qui peuvent être des temps individuels, éventuellement d'accompagnement, accompagnement qui peut être fait également par téléphone. Lorsque nous sommes sur les formations à distance, tous les modes de communication, et on n'est pas uniquement sur les modes de communication en visio, qui permettent de justifier qu'il y a un accompagnement de formation à distance. Habituellement, donc, sont fournis des justificatifs permettant de prouver l'assiduité du stagiaire par rapport à ces différentes modalités et une attestation de fin de formation. L'intégralité de ces documents, vous l'avez compris, on ne va pas vous les demander et l'entreprise n'a pas besoin de nous transmettre de programmes modifiés si vous avez été en capacité de proposer une formation à distance. Cela dit, vous devrez malgré tout avoir à disposition dans vos programmes de formation les différentes modalités qui ont été mises en œuvre dans le cas de la formation à distance, comme je vous l'ai dit, en cas éventuellement de contrôle a posteriori. Dernière diapo qu'on a souhaité vous présenter, le ministère du Travail a mis à disposition de tous les organismes de formation et des CFA une multitude de ressources pédagogiques, de ressources techniques avec des solutions d'animation. Le Conseil régional, alors pour les organismes qui sont présents en Occitanie, propose également gratuitement des ressources techniques en termes d'animation de formation à distance. Tous ces éléments, vous avez sur le lien là, que l'on vous a mis en bas, sont gratuits pendant toute la durée du confinement. Donc, des ressources vraiment très importantes qui sont mises à disposition pour faciliter la transformation de formation présentielle en formation à distance si vous n'en avez jamais faite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page Internet qui a été mise en ligne la semaine dernière. Il y a une multitude de ressources, vraiment, y compris de ressources pédagogiques. Il y a des centaines de modules de formation à distance
qui sont mis gratuitement à disposition des organismes de formation et des CFA. Donc, n'hésitez pas à consulter et pouvoir récupérer ces éléments-là pour vous permettre au mieux de transformer vos formations. Voilà. Il y a eu un certain nombre de questions au cours de la réunion, donc on a essayé de répondre au fur et à mesure. Pour celles où on n'aurait pas répondu, donc on vous répondra au fur et à mesure donc, sur les différents messages que vous avez pu nous transmettre. Il y a la question qui revient à plusieurs reprises sur la réception d'un support. Donc effectivement, pour ceux qui sont arrivés un peu après, à l'issue du webinaire, vous recevrez le support. Hein. Vous recevrez le support et un questionnaire de satisfaction. Voilà, donc on va continuer et terminer de répondre aux différentes questions. Et on vous remercie de votre participation. Donc c'est un format un peu plus concentré parce qu'en webinaire, c'est compliqué de faire plus d'une heure. On a essayé de concentrer ça en 1 heure. Donc on espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Et puis surtout, on espère que la crise actuelle va permettre d'avoir une continuité d'activité aussi forte, en tout cas dans les branches professionnelles que nous couvrons et pour vos organismes de formation évidemment. Voilà, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine réunion, webinaire ou en présentiel. On verra bien suivant la durée de ce confinement. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.